Et puis on se retrouvera juste après pour échanger avec vous sur, ce qui vous a motivé à réaliser et à produire ce film, la manière dont vous avez travaillé, et puis tout ce que vous ont inspiré, les rencontres que vous avez faites dans le cadre de ce film extrêmement intéressant. Karine, si tu veux bien me rejoindre, il te revient naturellement d'ouvrir cette soirée consacrée au sport féminin. Bonsoir à tous, merci d'être venus, si nombreux. Merci à Marie, à Patrick pour votre confiance, pour m'avoir délégué cette soirée. Merci à tous mes sponsors, partenaires déjà depuis 4 ans, aux nouveaux aussi qui arrivent pour aider l'association. Le film que vous allez voir n'est pas un film parmi d'autres sur le sport. Il dit de manière forte la condition des femmes dans ce milieu d'exception, mais aussi tout ce qui reste à faire, y compris à l'échelle de notre société, partout où l'assignation de genre autorise les discriminations, les différences de traitement, l'invisibilisation, la négation des talents, la mort des espérances. L'inégalité entre hommes et femmes est un sujet que l'on voudrait obsolète. Et si certains se lassent d'en entendre parler, ce n'est pas parce que tout est déjà fait et qu'on a encore déjà trop dit, mais que tout reste encore à faire et qu'il faut encore et encore la dénoncer inlassablement pour produire les conditions d'un monde nouveau. Jumps œuvre à l'accélération de ce processus dans le sport. L'association que j'ai fondée ne soutient pas seulement des jeunes dans leurs rêves, elle permet à des filles de construire leur carrière dans un climat d'émulation et de confiance. Car ce n'est pas aux sportives de rechercher des investisseurs et de trouver par elles-mêmes les leviers financiers au détriment du temps passé à leur entraînement et à la performance. Ce n'est pas aux femmes de prouver qu'elles valent autant que les hommes pour attirer les investisseurs. Car il faut oser, à la suite du film, poser la question sans détour, pourquoi les partenaires économiques dont elles ont besoin sont-ils si frileux, plus lents à les soutenir? Pourquoi, alors même que l'opinion publique change de regard sur le sport féminin, un homme continue-t-il de valoir plusieurs femmes? Partout dans le sport, pourtant, les minorités ont trouvé une légitimation qui leur est parfois refusée sur le terrain social, mais tout se passe comme si les minorités des minorités, minorité ultime, la femme sportive, restait à la traîne de la visibilisation médiatique. Les médias ont joué un rôle dommageable dans la représentation des femmes, mais les choses changent lentement. Ainsi, le film le montre bien. Montrer ce qu'elles peuvent, montrer ce qu'elles font, ce n'est pas seulement produire des images, c'est rendre possible des financements, c'est légitimer l'intérêt des sponsors, c'est rendre possible des carrières. N'oublions pas le grand objectif de Paris 2024, la parité. En 1984, les femmes au JO représentaient uniquement 22% des sportives. En 2024, elles seront 50%. N'oublions pas que sans l'épreuve mixte, Teddy Riner n'aurait pas remporté de médaille d'or à Tokyo. N'oublions pas le succès du foot féminin, l'engouement qu'il a suscité en 2019 et qui ne se dément plus depuis. N'oublions pas ce que nous devons à nos filles et que leurs mères n'ont pas eu la chance de connaître, comme nous pourrons le rendre possible. L'abolition de performance, j'ai terminé, jugées mineures sous prétexte qu'elles sont féminines avec tous les stéréotypes de genre. C'est pourquoi c'est une très grande joie que de recevoir, après la projection, Léa Fernet, vice-championne paralympique et sportive de l'association depuis 2017. C'est une grande fierté et un honneur que d'avoir contribué à sa réussite. Être une femme dans le sport n'est pas un handicap qui rajoute à un autre handicap, mais une force qui doit permettre la reconnaissance de tous les talents, par-delà les différences de sexe et de capacité physique. Il est temps de s'unir pour cette reconnaissance jusqu'à ce qu'elle ne soit plus l'objet d'un combat. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Karine, beaucoup et bravo. Avant le film, on va donner la parole à
quelques-uns des partenaires essentiels de la soirée, parce que si ça voulait marcher, ce serait parfait. Cette soirée, elle a lieu grâce au soutien de partenaires. Karine, tu ne me contrediras pas là-dessus. Vous avez la liste qui est devant vous. Je remercie la région, je remercie le préfet, donc la préfecture, Madame Laurence Guillet, qui me suit dans dans toutes mes aventures. Merci infiniment. La mairie, le laboratoire microéquilibre, le département Harmonie Mutuelle, le lycée Hippolyte Fontaine, la Poste, le MEDEF, le magazine Femmes en Bourgogne, la Banque Populaire. Merci infiniment de votre soutien. Représentant la région, alors on ne fait pas forcément de protocole, alors Christine, tu m'en voudras pas, je ne sais pas si on met la région avant la ville. Peu importe. On va commencer par ça m'énerve. On va commencer par la région, puisqu'elle n'est pas parmi nous, mais qu'elle intervient par le biais d'une vidéo qu'elle a enregistrée pour nous. C'est Laetitia Martinez, qui est vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, en charge, je crois qu'elle est en charge notamment de l'égalité à la région. Laetitia Martinez, on peut envoyer la vidéo. Bien, bonsoir à toutes et tous. Sachez que je regrette vivement de ne pas pouvoir être à vos côtés ce soir, tant le sujet qui sera abordé, vous le savez, me tient particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit d'aborder la question de la place des femmes dans le sport. Alors je sais que ce que je vais faire est un exercice un peu périlleux, parce que j'ignore qui exactement est présent dans cette salle, mais j'aimerais quand même adresser quelques saluts tout particuliers. Le premier, bien sûr, à la réalisatrice du film, Marie Lopez Vivanco, avec qui j'aurais aimé pouvoir discuter ce soir. Un salut particulier aussi et des félicitations à Léa Fernet pour sa médaille d'argent cet été à Tokyo. Et puis deux saluts plus personnels. Le premier à Patrick Chevalier, que j'ai eu l'occasion de croiser dans une autre vie, cher Patrick, sur les 24 heures du sport au féminin qui avaient été lancées en 2013, et puis ensuite sur les 4 saisons du sport au féminin. Et enfin, bien évidemment, l'instigatrice de cette soirée, Karine Montrésor, pour son engagement sans faille dans le monde du sport, dans la lutte contre toute forme de discrimination également, avec un regard particulier sur la place des femmes dans le sport. C'est un sujet extrêmement important, c'est un sujet qui demande encore une très forte mobilisation, puisque, comme vous le verrez dans ce film, que j'espère voir aussi de mon côté très prochainement, le parcours des femmes pour accéder aussi bien à la très haute performance, mais aussi pour accéder à vos écrans ou à vos journaux sportifs, est émaillé de difficultés beaucoup plus fortes pour les femmes que pour les hommes. C'est un véritable sujet. Il y a encore une petite dizaine d'années, les sports pratiqués pour les femmes, ça représentait 7% de la presse, globalement. Aujourd'hui, et du travail a été fait en ce sens, et je faisais référence à ces événements et ce travail en partenariat entre les ministères des Sports, des droits des femmes et le CSA autour des 24 heures du sport, puis des 4 saisons du sport au féminin, ont permis, en tout cas ont participé de cette évolution. On est aujourd'hui à pas loin de 20%, ce qui est une avancée considérable, mais qui demeure quand même, qui nous laisse percevoir tout le chemin qui reste encore à parcourir. Et cet enjeu de la médiatisation, il est extrêmement important à plusieurs titres. Le premier d'entre eux, il est de donner à voir. Donner à voir ces femmes qui pratiquent du sport, permettre à des jeunes filles de pouvoir se projeter dans des parcours de sportifs de très haut niveau. Et tout ça, ça ne peut fonctionner que si elles sont présentes sur leurs écrans de télévision, sur leurs écrans de téléphone, dans des posters, dans leur chambre. Tous ces éléments y concourent et participent de l'ouverture du champ des possibles pour les jeunes filles. Il est extrêmement important pour ces femmes qui s'engagent, qui décident d'avoir un parcours de sportive de haut niveau, avec toutes les difficultés inhérentes à leur pratique sportive. Je pense notamment à des modèles économiques qui sont complètement différents entre les sports pratiqués par les hommes et ceux pratiqués par les femmes, où on voit de nombreux sports, y compris des sports collectifs, où les femmes, contrairement à leurs homologues masculins, doivent travailler à côté de leur pratique sportive au plus haut niveau, en plus de leur engagement professionnel, et en plus, quand on sait que, factuellement, leur engagement dans leur vie familiale et personnelle est bien souvent
plus important que celui de leurs homologues masculins. Il y a donc toute cette question de modèle économique, d'autonomie financière qui est sous-jacente. Et puis, le dernier aspect qui tend à évoluer, mais sur lequel on doit garder également une grande vigilance, s'il faut parler plus du sport pratiqué par les femmes, nous devons aussi continuer d'être vigilants sur la manière dont on parle du sport pratiqué par les femmes. On a en tête quelques exemples qui ne sont pas si vieux que ça, où dans les propos des commentateurs, les physiques féminins sont très souvent commentés pour des caractéristiques qui ne sont pas des caractéristiques sportives. On a également en tête d'autres exemples où les sportives sont tout de suite mises en comparaison avec leurs homologues masculins. Je pense, et je sais que je cite beaucoup cet exemple, et qui commence en plus à dater, mais il reste pour moi très fort en termes d'incarnation et de symbolique. Le jour où Florence Artaud gagne la route du Rhum, l'équipe titre « Flo, t'es un vrai mec ». Je vous laisse en déduire tout ce que cela présuppose. Et pour pouvoir lutter contre l'ensemble de ces stéréotypes et de ces freins aussi stéréotypes qui induisent des inégalités et des freins dans les parcours de ces femmes, il faut à la fois une action politique volontariste, et la région, le conseil régional s'est engagé en la matière. Vous savez qu'un grand travail a été conduit dans les années précédentes sur la place des femmes dans le sport, aussi bien pour accompagner les ligues et les comités régionaux à proposer et à travailler cette question-là à l'intérieur de leur politique, pour permettre à des réseaux de femmes dirigeantes de pouvoir se constituer et travailler ensemble, pour ouvrir le champ des possibles aussi aux jeunes filles qui souhaitent pratiquer le sport et qui, on le sait, décrochent beaucoup plus tôt que les garçons de la pratique sportive, avec derrière un véritable enjeu de santé publique. Je rappelle que nous nous sommes fixés comme objectif, le ministère s'est fixé comme objectif 3 millions de pratiquantes et de pratiquants sportifs supplémentaires dans les années qui viennent, dans la perspective des JO 2024, autant qu'un nombre de médailles très important. Et je crois que, outre cette action très volontaire menée par le Conseil régional, la question de la place des femmes dans le sport est portée aussi par de véritables personnes convaincues autour de ce sujet. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux ce soir dans cette salle à être de grands militants et de grandes militantes sur cette question-là. Et le film qui vous sera projeté est encore une pierre supplémentaire qui nous amène à prendre conscience des inégalités qui sont à l'œuvre, encore un acte de militantisme supplémentaire et qui participe, je crois, à faire progresser cette juste cause sur laquelle nous nous retrouvons tous et toutes. Alors je vous souhaite une très belle projection et je vous dis à très vite. Voilà, c'était Laetitia Martinez, vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Kidine Bataille, si tu veux bien, Kidine, me rejoindre, tu es adjointe au maire de Dijon, en charge notamment de l'égalité. Merci Patrice, bonsoir à toutes et à tous. Alors je ne suis pas une sportive de haut niveau, même si élever son fils de 8 ans depuis sa naissance, travailler à la Poste, et je ne suis pour rien dans le partenariat à la Poste qui est là. J'ai un clin d'œil amical pour Karine Savina, qui est ma collègue postière, puisque je suis postière également, qui n'a pas pu être là ce soir, qui a permis ce partenariat. Je suis là au nom de la ville de Dijon, mais voilà, tout cumulé, c'est quand même du sport. J'excuse Claire Tomaselli, l'adjointe déléguée au sport à la ville de Dijon ce soir. Alors je ne vais pas vous redire ce qui a été dit par la région. Évidemment, la ville de Dijon soutient ces associations sportives et soutient la place des femmes dans le sport. Je voudrais simplement reprendre quelques propos et remercier d'abord, bien sûr, Karine pour son invitation, remercier Marie-Lopez Vivanco et Monsieur Chevalier pour leur engagement et ce qu'ils vont nous présenter ce soir. Simplement reprendre quelques propos que vous avez donnés, Madame Vivanco. Le sport est un réel levier d'émancipation pour les filles et les femmes d'où qu'elles viennent. Ça revient à cette égalité des chances qui est aussi ton combat, Karine, depuis longtemps. Or, vous allez le voir ce soir, le sport féminin de haut niveau, de surcroît, est encore sous-médiatisé, sous-payé, stéréotypé. Donc à la ville de Dijon, mon combat, c'est vraiment cette lutte contre les stéréotypes dans tous les domaines de la vie, qu'elles soient personnelles, professionnelles, culturelles et évidemment sportives. En tant qu'élue, en tant que postière, en tant que citoyenne, c'est un combat que je partage avec
toutes les personnes qui sont là ce soir. Je salue d'ailleurs Georges Mézuy, conseiller municipal, que je vois. Je salue Agnès de l'association Mixité et Performance. Voilà, c'est des échanges que l'on a régulièrement ensemble sur ce sujet, et c'est évidemment le combat mené par la ville de Dijon. Et c'est grâce à vos prises de parole dans ce film. Alors je n'ai vu que le teaser comme beaucoup d'entre vous, et en dehors, mesdames les sportives, mais aussi messieurs les sportifs, j'en ai aperçu dans le teaser. C'est grâce à cette prise de parole et à ce que vous nous donnez à voir ce soir que le monde professionnel peut et doit changer au niveau sportif. Un monde qui est encore pétri de cette construction sociale qui est la virilité, façonné par une vision souvent machiste des choses, un univers sportif qui est entaché par de nombreux scandales de harcèlement sexuel. Ce soir, mesdames et messieurs, vous allez être entendus. Le combat féministe, ça a été dit par Laetitia Martinez, est relancé dans le monde sportif, et c'est tant mieux, car les chantiers féministes sont nombreux dans le sport comme ailleurs, qu'il s'agisse de harcèlement, de gouvernance, de salaire, ou encore de la question centrale du regard porté sur les sportives et sur leur corps. Donc merci Karine pour ce que tu as monté ce soir. Merci madame et monsieur. Merci à vous toutes et tous. Vous pouvez compter sur la ville de Dijon et sur l'élu local que je suis dans ce combat qui reste encore long, mais qui sera gagné, j'en suis sûre. Merci. Merci Claudine. Sportive, le parcours médiatique des combattantes, un film de Marie Lopez-Vivanco. Je vous laisse le regarder, on se retrouve juste après, ce sera parfait. Marie Lopez-Vivanco, je dis quelques mots sur votre parcours, donc, qui êtes la réalisatrice de documentaires. Vous êtes photographe au départ, puis vous avez basculé vers la vidéo pour devenir ce qu'on appelle JRI, journaliste reporter d'images. Et caméra à l'épaule, vous avez embarqué notamment pour un tour d'Europe, c'était pour la chaîne Voyage TV, pour une série de 52 minutes sur les lieux incontournables du continent. Ensuite, il y a eu votre travail pour la Française des Jeux, comme réalisatrice et photographe, pour le magazine Les Sportives. Alors j'en passe parce que vous avez fait vraiment beaucoup de choses dans votre vie professionnelle. En tout cas, le sport féminin, ça a été un fil rouge important dans votre carrière professionnelle. Vous étiez engagé jusqu'à cette année au sein de Femix Sport, association qui accompagne le développement et la promotion du sport féminin. On a vu sa présidente, je crois, tout à l'heure dans le reportage. Et vous avez rejoint cette année l'association Femmes Journalistes Sportives. Alors je rebondis pour commencer, si vous voulez bien Marie, sur cette dernière petite phrase, un peu provocante peut-être, de la dernière interlocutrice que vous avez interviewée, qui dit « Si on continue comme ça, on en a encore pour un siècle ». Alors d'après vous, on en a effectivement encore pour un siècle ? Non, je pense pas. Bon, vous êtes, après avoir fait toutes ces rencontres et réalisé ce film, plutôt dans une optique enthousiaste et optimiste. Qu'est-ce qui vous donne raison d'espérer aujourd'hui sur la place grandissante du sport féminin? Parce que déjà, on ose déjà plus en tant que femme. Il y a beaucoup d'associations qui se créent. Les hommes nous aident aussi à avoir notre place, donc ça c'est plutôt voilà, une bonne chose. Et je pense que les médias, avec l'arrivée des médias sociaux, en fait on a pu prendre la parole sans qu'on attende qu'on nous la donne, hein, parce qu'on aurait pu attendre 100 ans, n'est-ce pas? Et je pense aussi que les chaînes finalement sont en fait finalement évoluent, parce qu'elle voit bien qu'il y a un intérêt en fait pour le sport féminin. Mais c'est dommage qu'on soit encore obligé de le prouver, mais quand on entend les audiences, on le voit bien. Et quand on voit voilà, avec l'arrivée des plateformes comme Netflix, qui eux ont une autre démarche, un autre marketing, en se disant nous on est là pour proposer des programmes à toute la famille, plutôt que de penser à l'audience de la télé finalement, parce que tout le monde ne regarde pas la télé, et ça voilà, et pourquoi on ne regarde pas la télé, c'est peut-être parce qu'aussi on s'y retrouve pas. Donc je pense qu'aussi voilà, le fait qu'il y ait des plateformes comme ça avec les réseaux sociaux, les chaînes sont aussi en train de changer. Voilà. Et puis il y a les chiffres, hein. Il y a des données objectives aussi. On disait 20% aujourd'hui de sport féminin à la télévision, c'est beaucoup plus qu'il y a quelques années. Ça reste quand même loin des 50. Alors vous voyez plutôt le verre à moitié plein, si je vous entends bien. Ou le verre qui se remplit petit à petit. Ouais, ça se remplit. Qui se remplit à la vitesse qui est la sienne, mais qui se remplit doucement. Oui.
Patrick Chevalier, vous êtes le producteur de ce documentaire. Votre société, c'est Juvacom Media. Je voudrais que vous nous racontiez un petit peu la genèse de ce documentaire, comment on en est arrivé là. Je crois qu'au départ, il y avait votre intérêt personnel pour le sujet qui avait déjà donné lieu à la réalisation de docus un peu plus courts. Oui, alors mon engagement sur l'égalité femmes-hommes dans le sport, je dirais que ça remonte à quelques décennies. Voilà. Je dirais début des années 70 déjà. Donc le parcours, quand je regarde 70 à aujourd'hui, le parcours il est énorme. Par rapport au film, Laetitia Martinez en a parlé, j'étais présent aux 24 heures du sport féminin. Et donc en 2014, j'ai déjà à l'époque produit un film de 13 minutes sur la médiatisation et parler des 24 heures du sport féminin. Voilà, ça c'était la première étape. La deuxième étape, puisque j'étais aussi membre de Fémitz, la deuxième étape c'était en 2017, les 4 saisons du sport féminin. Je réside à Toulouse et le secrétariat d'État à l'égalité et le CSA m'a donné la possibilité de faire la soirée de clôture des 4 saisons à Toulouse. Et j'avais rencontré Marie, ça faisait 1 an ou 2, quand on s'était rencontrés à Fémitz. Et j'ai dit, est-ce que tu peux me faire un film de 13 minutes qu'on puisse présenter en ouverture de cette soirée. Donc elle m'a fait ce 13 minutes. Et très très vite, on s'est retrouvés tous les deux, puis on a dit, quelque chose qui ne va pas. Il faut vraiment faire quelque chose de beaucoup plus important et allons sur un 52 minutes. Et on s'est mis au travail en 2018 pour aboutir à ce travail. Parce qu'il y avait beaucoup à dire, encore beaucoup à dire sur le sujet. Oui, il y a encore beaucoup à dire et quand on voit les faits qu'on voit aujourd'hui, je parlerai de Paris-Roubaix. Je parlerai aussi de la représentation des femmes dans les instances dirigeantes, les problèmes des journalistes, et Marie est très bien placée pour le dire. Si aujourd'hui il y a une association des journalistes, de femmes journalistes, c'est qu'il y a un problème. Sinon, je pense que s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas ce genre de choses. Donc il y a encore du chemin, ça va être assez long, et je rejoins tout à fait ce que dit Béatrice Barbus. Il faut s'y mettre maintenant, parce que sinon on risque d'attendre un peu plus longtemps que prévu. Marie, comment est-ce que vous avez travaillé sur la conception, la fabrication de ce documentaire? C'est un travail qui a duré, j'imagine, un certain temps. Racontez-nous un petit peu quelles sont les pistes que vous avez explorées pour aboutir à ce résultat. Déjà, en travaillant dans le milieu du sport et en étant engagé chez Féminine Sport, on rencontre beaucoup de personnes. On a identifié les personnes qui avaient des choses particulières à dire sur certains sujets. On a trouvé des sponsors qui pouvaient parler. On a demandé à des fédés, mais qui nous ont refusé. Mais bon, je ne citerai pas de nom. C'est dommage, on aurait bien aimé que vous en citiez, mais on a refusé des interviews sur ce sujet-là aujourd'hui. Ah bon, on ne nous a même pas répondu, et pourtant on a envoyé plein de mails. J'ai appelé, j'ai envoyé plein de mails, mais c'est des sujets qui fâchent. Et effectivement, déjà, on avait commencé avec le 13 minutes. En faisant de 52, donc c'est quand même, on a commencé les images en 2017, on a fini les tournages en 2020, et j'ai puisé aussi dans toutes les productions que j'avais faites sur mes différentes missions, notamment avec Cyril Guimard, qui disait des choses intéressantes sur la médiatisation et l'argent. Qu'on avait besoin pour la visibilité et que c'était un peu un cercle vertueux. Vicieux, selon le sens. Voilà, exactement. On va rester positif. Ouais. Donc oui, on a un peu, c'est pour ça qu'il y a un peu d'images, qui a. Vous avez pu capitaliser sur tout ce que vous aviez tourné les années passées, et la réalisation, le tournage et la réalisation de ce documentaire proprement dit, c'est un travail de combien de temps à peu près, et que vous avez fait sur quelle période? De 2017 à 2020, et le montage j'ai fait toute seule, donc j'ai mis pas mal de temps, on va dire 1 mois et demi, 2 mois de travail. Ouais. Un montage avec un parti pris, qui est celui qui comme on dit dans le métier, il n'y a pas de voix off, c'est-à-dire que vous êtes absente du reportage, vous ne vous mettez pas en scène, on n'entend pas même votre voix ou votre texte à vous. Et pourquoi ce choix?
Parce que déjà, ça m'agace d'entendre des voix off. C'est une bonne première raison. Voilà, il est 4h10. Voilà, bon, ça, c'est... Ouais, j'ai horreur de ça. Et effectivement, je ne suis pas là pour me mettre en avant. Je suis là, justement, pour... en fait, elles ont tellement de choses à dire, et ils ont tellement de choses à dire, que finalement, ma voix n'avait pas lieu d'être là. Et qu'elle rythme très bien, d'ailleurs. Voilà, c'est assez dynamique, hein, même voilà, beaucoup dynamique. Et voilà, il n'y a pas besoin d'en rajouter, il faut juste les écouter en fait. On a du mal à les écouter, donc voilà, c'était aussi ça. On est bien conscient de votre souhait d'illustrer le sujet à travers une très grande diversité de sujets et de témoignages. Vous avez pris des sports grand public, très grand public, des sports totalement méconnus aussi, des femmes, des hommes qui s'expriment. Enfin voilà, vous aviez ce souhait d'un équilibre en tout cas dans votre sujet. Alors déjà, on est en équilibre. On a un binôme voilà, intergénérationnel et mixte. Donc voilà, ça allait de sens qu'il fallait aussi... et puis moi, enfin bon, je suis féministe, j'ose le dire, hein, on va pas me jeter un caillou. Mais je suis humaniste avant tout, j'aime le dire, parce que voilà, mon féministe, voilà... Je dis humaniste parce que je suis un humain et en fait j'ai le droit d'avoir voilà j'ai des droits comme les hommes comme tout être humain et avec Patrick on est d'accord sur ce sujet, donc c'est bien aussi de faire intervenir des hommes pour montrer que voilà la cause des femmes c'est pas qu'une histoire de femmes voilà ou d'hommes, c'est ensemble. Patrick, quel est le destin de ce film? Va-t-il passer sur une chaîne de télévision? Est-il diffusé sur Internet, indépendamment du plaisir qu'on a de vous recevoir dans cette salle et j'imagine dans d'autres salles en France? Le travail qu'on a fait avec Marie, on avait tout fait pour que ça soit quelque chose de totalement réussi. Mais là, ça dépasse vraiment tout ce qu'on pouvait imaginer. Puisque le film est sorti en mars 2020, on a fait une avant-première en septembre à Paris, et puis plus rien. Plus rien parce que il y a eu la crise sanitaire. Mais par contre, le film a été diffusé sur des chaînes, donc via Occitanie. Il a été aussi sur Sport en France, et on a même été sollicité par Eurosport. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et aujourd'hui, depuis le début septembre... Vous êtes allé les chercher, enfin vous avez... Non, Eurosport sont venus nous chercher. D'accord. Ouais. Voilà, ils sont venus nous chercher. Eurosport sont venus nous voir. Alors c'est vrai que la rédactrice en chef à Eurosport est très, très proche du sport féminin. Et sensibilisée sur le sujet. Voilà, elle est sensibilisée, elle nous connaît, et donc elle est venue très rapidement pour ça. Voilà. Donc depuis le mois de septembre, on a déjà fait à peu près une dizaine de villes. Hein, donc on sera à peu près 10 ou 15 villes d'ici le 16 décembre, puisque le dernier pour l'année 2021, c'est à Caen. Et en 2022, on a déjà des dates de retenue en janvier, février, mars. On a déjà une quinzaine de villes déjà de retenue. Merci pour tous ces éléments. On va poursuivre la discussion. Je vois que Karine me fait des signes cabalistiques. Mais elle est dans le noir, en fait, je ne vois pas ce qu'elle me montre, je ne vois pas ce qu'elle me dit. Léa Fernet est arrivée, mais on l'accueille avec grand plaisir, qu'elle nous rejoigne. Didier, tu peux nous rejoindre aussi, s'il te plaît. Et puis, bon, on va attendre que Karine revienne. Alors, je vous présente Didier Foulon, qui est le président du club Les Gazelles. Et Didier, je voudrais que tu nous fasses part peut-être de ton retour, de ton ressenti après avoir visionné ce film. Oui, je vais apporter une petite précision, c'est le rugby féminin. Bonsoir Léa, installez-vous parmi nous, restez, plus exactement, vous pouvez rester avec nous d'ailleurs devant la salle, je vous applaudis très fort, merci d'être avec nous. J'étais en train de demander à Didier sa réaction après avoir visionné le film. Oui, et je disais que j'allais apporter une petite précision, c'est le rugby féminin Dijon. Oui, pardon, j'aurais dû aller plus loin dans la présentation. Les Gazelles. Mais tout le monde connaît les Gazelles, non? Alors pourquoi les Gazelles? Parce qu'effectivement, chaque équipe féminine a un nom, les coquelicots, les Gazelles, les Lionnes, etc. Bon, c'est comme ça dans le rugby. Donc je suis aussi vice-président de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, en charge du féminin. Mon retour, je me suis entendu.
au travers d'autres voies, d'autres sports. Sur la médiatisation, sur le partenariat, sur les difficultés qu'on rencontre dans le sport féminin, et toutes ces difficultés, je les rencontre tous les jours. Mais je pense que je suis tout à fait d'accord avec le grand espoir que ça suscite. Parce qu'on a beaucoup travaillé depuis de nombreuses années, et ça s'accélère quand même assez rapidement. Par contre, le sport féminin, il a besoin, et il a le droit d'avoir sa place. Et cette place, il faut l'imposer. Si c'est un combat de tous les jours, si on ne l'impose pas, on va pas y arriver. Et je parlerai de mon sport en particulier. C'est quand même très compliqué, le rugby féminin. On est vraiment là dans la diversité, hein, si vous regardez le physique des joueuses. Et on se bat là aussi tous les jours pour être reconnu. Heureusement qu'on s'est imposé aussi avec Claire Tomaselli pour qu'on puisse, à Bourillot, avoir la reconnaissance du rugby féminin, partager les infrastructures, sachant, et j'en termine, parce que c'est comme ça qu'il pourra me poser d'autres questions, sachant quand même que notre club est en élite 2, donc au 2e niveau national pour les seniors, et nos moins de 18, nous sommes en élite 1. Donc nous sommes le club masculin, féminin et masculin compris, le plus capé de la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Un combat, bravo, un combat, c'est d'ailleurs le titre du documentaire qu'on a vu, le mot combat qui revient, et c'est un combat contre qui que tu mènes, que vous devez mener? C'est un combat contre les sponsors qui ne viennent pas, c'est un combat contre, alors les collectivités, t'évoquais la ville de Dijon, mais des collectivités qui peut-être n'y croyaient pas ou ne mettaient pas les moyens, c'est un combat contre les médias qui veulent pas s'intéresser à vous. Je pense qu'hélas, il faut d'abord avoir des résultats. Être connu, c'est pas suffisant, il faut vraiment être de bon niveau. Nous sommes reconnus comme club de haut niveau. Ça nous a apporté effectivement quelques subventions complémentaires. Mais j'aimerais bien un jour, puisque j'ai quand même été chef d'entreprise pendant toute ma carrière, j'aimerais bien un jour faire vivre le club sans subvention. Le faire vivre uniquement par du partenariat, des recettes, des ventes de boutiques, de la buvette, etc. Didier, on reprendra la conversation tout à l'heure, mais on a le plaisir d'avoir Léa avec nous ce soir. Et Léa, tu peux enlever ton masque, voilà, qu'on ait le plaisir de te voir. On a assisté ce soir à la diffusion d'un documentaire qui montre toute la difficulté pour le sport féminin de trouver sa place dans les médias et de trouver sa place dans un système économique avec des financements, des sponsors, voilà. L'absence dans les médias expliquant qu'on a du mal à trouver des finances, et le manque de finances expliquant aussi que du coup il y a une moindre présence dans les médias. Votre parcours à vous, à un moment ou à un autre, est-ce que vous avez, j'allais poser la question autrement, dans votre parcours à vous, le fait d'avoir été une femme, d'être une femme, a-t-il à un moment constitué un frein à votre progression, à votre visibilité? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Non, d'accord, donc ça c'est déjà plutôt positif pour ceux qui voient le verre à moitié plein. Voilà. On a dans le film des sportives qui sont des handisportives comme vous et qui, inversement, à l'inverse de vous, évoquaient une sorte de double peine en fait, c'est-à-dire qu'elle a le sentiment d'être une femme et en plus d'être en situation de handicap et que pour elle c'était particulièrement difficile. Autour de vous, les sportives, les gens qui sont dans le handisport comme vous, vous avez le sentiment que c'est difficile aujourd'hui d'être visible dans les médias, de faire venir les journalistes, de faire venir des sponsors vers vous. Comment est-ce que vous faites, vous? Je pose des questions compliquées pour une soirée. Il faut demander à son coach, à son vice-président. Ah bah si le coach est avec nous, qui nous rejoigne, bien entendu. Voilà, qui pourra plus aisément répondre que la petite. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est aujourd'hui un combat, effectivement, pour les femmes, pour les filles? Alors, je vais essayer de répondre de façon courte. En fait, c'est encore plus compliqué pour nous parce que le tennis de table est un sport qui n'est pas du tout mis en valeur dans les médias de base. Donc, le fait que Léa soit une femme, bien entendu, et en plus qu'elle soit handicapée, fait que jusqu'à ce qu'elle participe au JO
et qu'elle gagne cette médaille. Personne n'avait entendu parler d'elle, que ce soit à Dijon ou ailleurs, hein, plus loin d'ailleurs. C'était juste, on fait partie d'un tout petit monde de tennis de table, et donc du coup, voilà. Et cette obligation de résultat, elle est peut-être plus marquée pour les femmes que pour les hommes. C'est votre sentiment? Oui, très probablement, ouais. Oui, parce que... C'est-à-dire qu'il faut prouver, quoi. Faut prouver qu'on est capable de décrocher la médaille ou le prix. Alors, d'autant plus qu'au tennis de table, alors il faut savoir qu'on a une particularité, les équipes féminines, purement féminines, commencent en national. En dessous, pour les hommes ou mixtes, c'est des équipes départementales, régionales, nationales. Pour les femmes, il y a tellement peu de joueuses, et elles sont tellement peu mises en valeur, que tellement peu nombreuses, de fait, hein, que ça commence en National 3. Voilà. Et donc, du coup, il n'y a aucune mise en lumière. Donc, s'il n'y a pas de résultat, elles sont complètement oubliées, elles sont cachées dans l'ombre. Encore une question que je partagerai avec tout le monde. Comment on peut faire bouger les choses? Elles bougent, d'après ce qu'on a compris ce soir. Peut-être pas assez vite. Comment on peut accélérer tout ça? Comment on peut faire bouger les lignes encore? Alors moi, j'ai pas la solution, je suis désolé, vous me prenez vraiment au dépourvu. Je me doute bien que vous n'avez pas la solution, et je pense que personne ne l'a, à vrai dire, pour autant qu'il y en ait une. Mais il y a peut-être des pistes, des leviers en tout cas, qui seraient intéressants d'activer. J'ai vraiment le sentiment que les choses évoluent. Pour nous, tout ce que je peux dire, c'est qu'à Dijon TT, tennis de table, les choses évoluent dans le sens où on a 2 équipes féminines, 100% féminines depuis 2 ans, 3 ans, qui réussissent, Le bien public commence à publier des articles sur les résultats des féminines. Alors ça, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même un vrai plus, quand même, c'est un progrès. Hein. Donc ça évolue doucement. Ma foi, je ne peux qu'espérer que les médias continuent à avancer dans le bon sens et parler, mettre en valeur nos jeunes sportives. Et voilà. Léa, depuis votre retour triomphal, parce que ça a été un retour triomphal et à juste titre, comment ça va et quels sont aujourd'hui vos projets? Oui, ça va. Mes projets, c'est d'aller à Paris 2024. Paris 2024, évidemment, on vous souhaite plein succès d'ici là et plein succès à Paris 2024. Merci beaucoup d'être venu ce soir. L'idée, c'est sportive, élargir le champ des possibles et autant que faire se peut, les aider à performer. Parce que c'est vrai que quand j'ai monté l'association, c'était eu égard à ma fille qui fait de l'équitation, qui est un sport onéreux. Et on ramait vraiment pour lui permettre de faire cette tournée des As, acheter un cheval, traverser, sillonner la France. Et je me suis dit, on ne doit pas être les seuls parents qui ont des enfants qui performent dans un sport et qui, pour des raisons X ou Y, et surtout pour des raisons financières, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est le nerf de la guerre, ont du mal. Donc j'ai monté Jumps, donc le bouche à oreille, ça a été très vite. On a eu Margot Gerbet qui est championne de France de golf. On a Marine Sansinena qui est connue sur Dijon, qui a fait 3e au championnat du monde de canoë marathon. Et comme je le dis, c'est une jeune fille 3e au championnat du monde de canoë marathon, mais qui avait dû faire une cagnotte Litchi pour s'acheter sa nouvelle embarcation pour faire le championnat du monde. C'est une jeune fille qui travaillait au Krebs, secrétaire, donc qui avait un travail à mi-temps, qui s'entraînait le reste de la... Elle travaillait le matin, l'après-midi elle s'entraînait, été comme hiver, sur le lac. Et voilà, je trouve que c'est difficile. Un sportif ne doit pas se demander est-ce que je vais finir mes fins de mois? On doit se consacrer qu'au sport. Et c'est pour ça que j'ai créé Jumps. Voilà. Parce que c'est vrai que j'avais Prenam Pes qui a fait les Jeux Olympiques de Rio, une jeune fille que j'ai eue dans ma classe, qui est arrivée du Togo, qui est venue s'entraîner en athlétisme au Duc. Et cette jeune fille, elle avait du mal à manger, à s'habiller. Autant vous dire que le cinéma, elle n'y pensait même pas. Alors qu'elle avait fait les Jeux Olympiques. Et ça crève le cœur quand tu vois ça, qu'une gamine qui a fait les Jeux Olympiques, qui est allée à Rio, et qui se retrouve après, 2 ans après, mais voilà, dans la misère presque. Parce que quand tu es sous le feu des projecteurs, tout va bien, on te connaît, voilà, c'est bien, tu fais les Jeux Olympiques. Mais après, les médias
t'oublies très très vite. Et le quotidien d'un sportif, c'est ça, c'est aider. J'ai créé Jumps pour vraiment, je me substitue pas au club, hein, le sportif reste dans sa fédération, mais je viens en aide, je suis une facilitatrice. Voilà, le mot c'est ça. Les athlètes que tu accompagnes ne sont pas forcément que des filles. Est-ce que quand tu présentes une athlète féminine, une fille, c'est un peu plus difficile d'obtenir une aide, un partenariat que pour un garçon? Bien sûr, il faut prouver. Donc le cas de Marine Sanciné, voilà, elle était 3e au championnat du monde du canoë-marathon. C'est quand même un statut, c'est quand même une reconnaissance mondiale. Et voilà, faire une cagnotte litchi parce que je suis une femme, parce que je suis dans un sport qui est peu médiatisé, ben voilà, tout est à faire et il faut se battre. Il faut se battre. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que vous êtes là et c'est pour soutenir un peu toutes ces forces vives, ces sportives. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'imagine que oui. Pour Marie en particulier, mais aussi Patrick, Didier, Karim, si vous en avez, n'hésitez pas. Olivier. Ouais, il y a 30 ans, j'ai eu un prof au ministère de la Jeunesse et des Sports qui était entraîneur d'athlétisme et qui travaillait sur une étude pour résoudre le problème en expliquant que pour sortir de ce problème de mixité, il fallait que les sports en compétition soient mixtes. C'est-à-dire que les compétitions en tennis, puisque c'était l'exemple qu'il prenait, et en athlétisme, soient hommes et femmes mélangés. Et il avait sorti des études, je crois scandinaves, qui montraient qu'en fait, en une génération, avec des protocoles d'entraînement adaptés aux différences de sexe, aux différences de physique, les femmes pouvaient obtenir exactement les mêmes performances que les hommes, et puis il allait même plus loin, il expliquait qu'elles avaient des marges de progression supérieures aux hommes. Donc est-ce que vous avez rencontré dans vos parcours respectifs des gens qui travaillent sur justement une transformation en profondeur du sport pour qu'il n'y ait plus des équipes que d'hommes et que de femmes qui combattent en fait en parallèle, vraiment des équipes mixtes. Je donnerai l'exemple déjà des JO de Tokyo, où le judo, si Teddy Riner a eu sa médaille, c'est parce que justement, sa médaille d'or, c'est parce que c'était mixte. Donc on tend déjà, je pense que petit à petit, on tend à cette mixité. Parce qu'il n'aurait pas eu sa médaille d'or si justement il n'y avait pas eu cette nouvelle épreuve de judo. Je trouve que c'est génial quoi, par rapport à ça. Après, moi je suis une ancienne, voilà, j'ai fait de l'athlétisme. Je suis une ancienne championne d'athlétisme il y a 30 ans, ça ne me rajeunit pas. Ça ne me rajeunit pas, génération Pérec. Donc on se souvient de Pérec, mais on ne se souvient pas de Thierry de Montrésor. Mais et je suis contente, petit à petit, je pense que il faut vraiment, comme le disait Madame Barbus dans le reportage, il faut qu'il y ait des femmes dans les instances. Et si ça a changé déjà dans les Jeux Olympiques, c'était Juan Antonio Samaranch qui a fait rentrer des femmes. Les Jeux Olympiques, du coup, ça a changé parce qu'il a fait rentrer dans cette institution, pas mal de femmes. Et je pense que c'est un travail, on y arrive tout doucement, mais voilà, c'est un travail de longue haleine. Oui, tous les sports ne peuvent pas être mixtes. Le rugby, on ne peut pas jouer garçon contre filles, c'est pas possible. C'est un rugby autrement, hein, même si le rugby féminin aujourd'hui est certainement plus spectaculaire que peut l'être le rugby masculin, avec quelquefois des images dans le top 14 qu'on aimerait bien ne pas voir. Par contre, on fait du baby rugby, donc du 3 à 5 ans, et là c'est mixte. On fait de l'école du rugby, du 6 à 14, là c'est mixte. On fait du rugby touché, donc c'est du rugby à 5, et là c'est mixte. Par-delà la question d'Olivier, il évoquait les performances, voilà, l'alignement des performances, en termes d'image, est-ce que ça impacte effectivement l'image, par exemple dans le rugby, qui, allez, tu me permettras de le dire, est un sport traditionnellement vu comme un sport masculin, comme la boxe d'ailleurs, on l'a vu dans le documentaire aussi. Est-ce que ça contribue à faire bouger les images ? Oui, bien sûr, le rugby féminin fait bouger les images, mais on a parlé tout à l'heure de fédération. C'est la deuxième saison seulement où nous avons une vice-présidente en charge du féminin. Quand j'étais en commission à la fédération, on parlait du féminin à la fin de la réunion pendant 3 minutes 25. Oui, c'est bien sûr que c'est en train de faire bouger. Patrick, Marie, sur... concernant la mixité, la première personne que vous avez vue là, la jeune fille Héloïse,
va participer, elle est en préparation olympique pour Paris 2024, et son épreuve est mixte, c'est-à-dire c'est un garçon et une fille, c'est les points du garçon et de la fille qui vont compter pour le classement. Voilà. Concernant le rugby, moi je parlais du rugby à 13, je suis désolé. J'ai produit un film sur le rugby à 13 féminin, avec un club 100% féminin. Mais n'empêche qu'aujourd'hui la fédération a bougé. Elle a bougé, pourquoi? Parce qu'à l'époque où j'ai fait ce film, il y avait 4 équipes féminines. Aujourd'hui, il y en a 8. Et aujourd'hui, la fédération, quand ils font un match d'ouverture, par exemple un match international des garçons, en ouverture, ils font jouer les filles. Voilà, ça c'est des choses qui me paraissent aujourd'hui intéressantes. Et pour compléter ce que dit Karine aujourd'hui, c'est aujourd'hui pour moi lamentable qu'on ait des sportifs, et encore aujourd'hui, des sportifs qui vont partir à Pékin, qui sont en train de monter des cagnottes pour pouvoir aller à Pékin. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Voilà. Et la petite Héloïse, ils ont dit aujourd'hui qu'elle est numéro 4 mondiale, numéro 2 européenne. Elle a des problèmes aujourd'hui. Les parents ont fait des emprunts pour pouvoir l'amener dans les compétitions. Elle va aller à Oman, mais elle va avoir des problèmes parce qu'à un moment ou à un autre, elle n'aura plus les moyens de continuer la compétition. Et ça, c'est pas possible. Moi, je ne l'accepte pas. Marie, oui, pour prendre 2 minutes. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, je voulais dire que un lever de rideau avec du rugby à 13 féminin avant un match de rugby à 13 masculin, moi j'aimerais bien voir le contraire, c'est qu'un jour on est enlevé de rideau les mecs et puis le match à 15h, que ce soit les filles qui jouent. Marie, peut-être un mot encore sur le fait que vous ayez rencontré ou pas d'ailleurs des intervenants qui évoquaient cette question de la mixité de la pratique sportive elle-même. J'ai rencontré des associations justement qui organisent des événements où on joue en mixité, notamment dans le foot par exemple. Donc oui, il y a des choses qui se créent, mais ça reste encore isolé. Et puis tout dépend des sports. Effectivement, j'imagine qu'on ne peut pas effectivement faire jouer les hommes et les femmes dans tous les sports. Mais dans beaucoup de sports, je pense que on peut. Les sections handi se développent aussi beaucoup. La JDA, basket fauteuil, ils sont en mix. Le DFCO, foot fauteuil, ils sont en mix aussi. Du fait du handicap, on ne peut pas créer une équipe filles et garçons. Tout à fait. Ils intègrent les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques, réflexions, commentaires sur le documentaire que nous avons vu ce soir ou à l'attention de l'un de nos intervenants? Non, pas de questions? Vous êtes resté bouche bée de ce que vous avez vu et entendu. Moi, je voudrais quand même vous entendre sur les leviers, sur comment on peut faire, comment on peut pédaler plus vite, hein, c'est ce que disait tout à l'heure la vice-présidente de la fédération de cyclisme. Il y avait beaucoup de cyclisme d'ailleurs dans le film, c'est parce que c'est une fédé qui est... et puis une fédé qui est mobilisée là-dessus, parce que... Oui. Aussi. Quels sont les leviers? Parce qu'on est on l'a bien compris, dans un système, dans un écosystème qui tourne rond, qui tourne pas rond en tout cas, mais voilà, où on comprend bien que les uns sont tenus par les autres. À quel moment on peut casser la chaîne pour que de vicieuses elles deviennent vertueuses, ou pour faire en sorte que à un moment de l'argent arrive, ou de l'image, ou les deux en même temps, ou l'un après l'autre? Comment on peut s'y prendre pour casser un système qui tourne rond comme ça? Je pense que déjà, il faut que tous les maillons de la chaîne jouent le jeu. Ça c'est une évidence, que ce soit effectivement, comme on l'a dit plusieurs fois, dans les fédés, des postes de direction, et dans l'entreprise aussi, parce que nous, en fait, on le diffuse aussi quand on le projette dans les entreprises. On est demandé, on a été à la Caisse d'épargne, là on va chez Air France, et justement parce qu'il y a un pont entre les entreprises qui aussi sont sponsors, et donc les femmes nous disent oui, mais ceux qui qui décident du financement du sponsoring, c'est aussi des hommes. Donc en fait, l'idée c'est qu'il y ait déjà plus de mixité partout, même en politique, pour justement qu'on s'intéresse un peu plus
aux femmes. Et effectivement, on voit aussi des clubs des clubs masculins qui sont favorisés pour l'accès à certains terrains plutôt au détriment des femmes. Moi, j'ai envie de vous dire, nous les femmes, on paye aussi des impôts, quoi. Donc on a le droit aussi d'avoir accès autant que les hommes à ces infrastructures. Donc je pense en fait, finalement, c'est une mentalité un peu à changer, qui est en train de changer, l'occupation dans les cours d'école, enfin bon, il y a plein de choses. Et les médias et les sponsors, les sponsors comme la Française des Jeux, bon, je travaille avec eux, donc c'est vrai que je ne vais pas dire de mal, mais eux au moins, quand ils sponsorisent une équipe masculine, ils sponsorisent aussi l'équipe féminine. Donc il y a aussi peut-être une éthique à avoir et peut-être, alors je sais qu'on n'aime pas trop en parler, mais les quotas, je suis désolée, moi je suis pas pour les quotas. C'est peut-être un des moyens de... Il y a un moment, si on met pas, on pousse pas les gens, on va pas y arriver en fait. Il a été rapidement question à un moment dans le film de ce qui se passait dans d'autres pays, Angleterre, États-Unis. C'est un mal français ou c'est un mal plus français que ce qu'on peut voir ailleurs ou pas, de votre expérience, C'est un peu partout, mais ça dépend des sports. Je veux dire, quand on voit justement la Coupe du Monde de foot, on voit les écarts finalement entre les équipes. Bon, on voit bien qu'il y a des écarts au niveau des moyens mis en œuvre. Alors on sait que le soccer aux États-Unis c'est un sport de filles entre guillemets. Ici c'est autre chose. Mais voilà, après chaque pays a sa particularité. Mais bien sûr qu'il y a des pays où ils sont quand même non les chanceux encore. Voilà. Mais en même temps il y a certains pays qui sont quand même un peu plus évolués que nous, quoi. Patrick. Et surtout je dirais surtout les pays scandinaves. Quand vous allez en Finlande ou en Suède, la pratique essaie de se faire, mais aussi quand il s'agit de salaire. Voilà, c'est-à-dire les écarts de salaire qui pourraient exister. La Scandinavie, par rapport à ça, par rapport à la mixité et l'égalité, sont très très en avance. Oui, pas que dans le sport d'ailleurs, oui, absolument. Social global. Écoutez, s'il n'y a pas... Ah si, il y a une question. Et dans certaines circonstances, je vais citer le basket par exemple, puisque c'est l'un des cas qu'on traite en ce moment, pour les centres de formation. Eh bien, il n'y a pas d'égalité à la base. Et ici, par exemple, l'équipe première, je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails, mais l'équipe première descend parce qu'elle n'est pas aussi performante cette année-là. Eh bien, elle va faire que le centre de formation des jeunes filles, eh bien, il ne va plus être agréé, par exemple. Alors que chez les garçons, ça ne va pas être la même chose. Et donc, en travaillant au corps, j'allais dire, des règlements fédéraux, des statuts, en identifiant les points d'inégalité qu'on ne verrait pas comme ça, eh bien, on va pouvoir changer les choses. Parce que là, typiquement, on a un discours qui est fait par l'Agence nationale du sport, notamment, suite à Tokyo, Claude Nesta, sur les médias, qui dit il faut aller plus vite, plus loin, plus haut, plus fort, ensemble, tout de suite, maintenant, parce que Paris 2024, c'est tout de suite. Et on se rend compte dans notre organisme national que de manière très pratico-pratique, l'inégalité fait qu'il y a une inégalité de chance d'accès au sport. Et donc on est en train de mener, fédération après fédération, alors je vous invite, pour ceux qui président les clubs autres, à vous pencher sur les règlements fédéraux et identifier s'il n'y a pas une inégalité fondamentale qui, à un moment, va priver de chance les jeunes filles qui sont en train de monter. Et on a typiquement là un club, le club de Mondeville en Normandie, qui a été rétrogradé parce qu'il a perdu l'agrément en National 3. Et les filles gagnent les matchs à plus de 100 points, ce qui fait qu'on a un championnat, dirait ma voisine, qui est inégal et déloyal, déséquilibré, alors que la délégation de service public fait que les championnats mis en œuvre par les fédérations doivent être impérativement équilibrés, etc., pour que ça corresponde à un championnat, sinon on ne met pas Teddy Riner avec un compétiteur qui ferait 40 kilos au moins, enfin, voilà d'autres exemples qui sont très parlants. Et donc ça, actuellement, c'est l'existant de notre structure nationale française en matière de sport. Et si on ne travaille pas ça, justement, dans les règlements fédéraux, à la base, quand on est élu d'un club, quand on est élu au niveau d'un CA d'une fédération, on passera à côté de quelque chose d'absolument très concret, ultra fondamental, pour
pour aller vers une mixité, une égalité et une égalité de chance. Voilà, donc il y a les quotas à côté, il y a ça de... Merci pour ces précisions. Alors, les fédés sont effectivement sous le feu des projecteurs sur cette histoire. Enfin, en tout cas, votre documentaire se termine par une petite charge contre elle quand même. Voilà. Est-ce qu'il faut faire ça? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il faut désigner des coupables? Est-ce que c'est les fédés? Est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est les sponsors qui sont pas là, etc. Est-ce que ça peut faire avancer le schmilblick d'avoir cette approche-là ou quel est votre avis là-dessus? Non, c'est de la sensibilisation. Si effectivement il peut y avoir un vrai souci de texte par ailleurs, hein, ça c'est aussi. Il n'y a pas que les fédés, hein. Les fédés aussi, voilà. En fait, voilà, elles sont tiraillées avec les sponsors, avec les médias. Enfin bon, c'est un peu ce trio-là qui est voilà. Mais et la politique un peu, on va pas se mentir. Mais bon, on essaie quand même, voilà. Mais c'est vrai que il y a aussi faut que le public aussi, nous en tant que public, consommateur de sport, il faut aussi qu'on encourage et qu'on regarde nos championnes, qu'on s'intéresse à elles. Bon, voilà, je pense que le problème il vient un peu de l'éducation au sport et même de la je veux dire, bon, je vais encore comparer avec les États-Unis, mais aux États-Unis, c'est aussi important de faire du sport que de faire des études. En France, on n'est pas du tout dans ce... Oui, c'est la culture sportive dont parlait la représentante du CSA. Bien sûr, mais ça c'est important, parce que quand vous voyez qu'il y a des athlètes qui abandonnent leur aventure, qui auraient pu aller aux Jeux Olympiques ou ailleurs, parce que leur école ne veulent pas aménager les horaires, c'est quand même dommage, parce que bon, même pour les chefs d'entreprise, je veux dire, même les entreprises, elles recherchent des talents comme ça, parce que finalement, être un sportif de haut niveau, c'est gérer une petite entreprise, quoi. Bien sûr, bien sûr. Didier, j'ai vu que tu hochais la tête, donc tu voulais dire quelque chose. Oui. Je suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas... Moi, j'ai une proposition. Je lève toujours cette proposition. On restera sur votre proposition pour finir. Concernant la gouvernance des fédérations. Aujourd'hui, on me parle de quotas. Moi, j'ai dit non. Je ne veux pas qu'on me parle de quotas. Comment fonctionnent les comités, les conseils départementaux et comment fonctionnent les conseils régionaux? C'est une parité. 50-50. Alors, je ne vois pas pourquoi les fédérations ne pourraient pas être à 50-50. Et après, on pourra envisager, à partir du moment où il y a une vraie parité dans la fédération, voir pour la gouvernance d'une façon beaucoup plus importante. Et puis je pense que c'est un des maillons possibles pour avancer. Bon, Didier n'a pas l'air d'accord, mais vous en reparlerez tout à l'heure au cocktail, parce qu'il y a un petit cocktail qui est servi. Merci. Bon, débat qui est lancé. Merci beaucoup. On a bien noté, Marie, que c'était parti pour un nouveau docu, autour des athlètes qui préparent les JO. Il y a un livre aussi qui arrive, c'est ça, sur le sujet. Micro, juste un Jacques Esser, oui, il y a un livre qui arrive tranquillement. Mais on n'en dit pas plus, mais sur les Jeux Olympiques. Ça a trait à Paris 2024. Oui. Encore un immense merci d'être venu ce soir à Dijon pour nous présenter votre film. Merci à vous d'être venus. Il y avait la tombola, et puis... Pour acheter des tickets de tombola, il y a une main innocente qui va tirer. Donc on va faire tirer la tombola rapidement par une petite main innocente. Est-ce que tout le monde a bien voulu participer aussi? Tout le monde a-t-il participé à la tombola du soir? Non. Ceux qui voulaient. J'ai pas eu le temps, je suis ouvert. Donc qu'est-ce qu'on fait? On tire au sort le... C'est type de tirer au sort. Voilà. Parce qu'il me faut une main innocente, vous êtes innocente. Voilà. Parfaitement innocente. Je vais vous demander de tirer. Tu peux un petit numéro. T'as pris un petit numéro? Non? Moi je regarde pas parce que bon. C'est bon, là. Ça y est? C'est bon, ouais. Donc là, c'est pour. Est-ce que je parle assez fort? Oui, on t'entend. Ah, tu vois. Donc pour le spa vertigo, ce sera le ticket numéro 23. Bah, on applaudit quand même, non? Parce que je le remettrai après.
après, je vais tout tirer comme ça au moins. Hop. Et du coup, là, ce sera pour les conférenciers que tu tires. Oh, faut que tu m'en choisisses. Le numéro 6. Ah oui, c'est une blague. Dépêche-toi. Et tu m'en tires un dernier. Le numéro 13. Ah, je crois que c'est moi. Le 6 et le 13, c'est qui? Le 6, c'est pas. C'est moi. C'est toi? Et ben j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer pour tous ceux qui ont participé. C'est que les conférenciers vous sont offerts pour la tombola. Donc tous ceux qui ont participé à la tombola repartent avec un conférencier de notre sponsor, la Casden. Est-ce que ça vous va? Tu les donneras en sortant. Voilà, sa distribution à la sortie. Merci. Merci beaucoup. Merci. On termine. Merci d'être venus nombreux ce soir. Merci de votre attention et de votre participation. Et c'est Laurence qui conclut cette soirée. Non? Tu ne veux pas dire un mot? Non? Bon, d'accord. Bon, on dit plus de photos. Alors, bon, écoutez, parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Il y a une petite séance photo qui est prévue avec Léa Fernet, si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.